Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Biz. Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand bien, coach dans l'Académie des investisseurs rentables. La formation, la meilleure formation francophone faite par Yann Darwin et Green Bull Campus. Aujourd'hui, podcast, on va parler évidemment de mes derniers investissements, etc. Et aussi, on va faire un petit face-à-face, un petit combat. Vous savez que je fais du MMA, que j'aime bien la bagarre, etc. On va faire un petit combat investisseur immobilier versus marchand bien. Les points positifs des uns, les points positifs des autres, les points négatifs des uns, les points négatifs des autres. J'aime bien comparer. On fera une conclusion ou pas de ce qui est le mieux. Mais en tout cas, on va un peu débriefer. Je vais un peu vous parler de ce que moi je pense par rapport à ces deux facettes de l'immobilier. Parce que l'immobilier, il y a énormément de façons de faire de l'immobilier, hein. Colocation, location courte durée, division, achat-revente, découpage, division, quoi. On peut faire plein de choses. Voilà, sous-location, etc. On va parler de ça. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont mis 5 étoiles sur les derniers podcasts. N'hésitez pas, mettez 5 étoiles, mettez des commentaires, qu'on fasse exploser un petit peu ce podcast. Ça va faire presque un an ça va presque faire un an que le podcast est né. Pas encore, mais bientôt. Je vous mets en lien de description toutes les formations Green Bull Campus, l'Académie des investisseurs rentables dont je suis coach avec Isis, Philippe et Nico. Vous avez l'incubateur marchand de biens pour toutes les personnes qui veulent passer le niveau supérieur et faire du marchand de biens. Vous avez le Money Game. Le Money Game, c'est notre groupe d'investisseurs, en fait, hein, vous faites partie d'un groupe d'investisseurs. Vous avez accès aux membres fondateurs de Green Bull Group. Donc, je vous mets tous les liens en dessous. Voilà, pour toutes les personnes qui utilisent mon lien, bien sûr, j'ai une commission. Et bien sûr, vous venez me voir et vous avez aussi un cadeau en échange. Voilà, ce qui est dit, on va passer sur... qu'est-ce qu'on fait en premier? Allez, on est chaud. En premier, on va parler un petit peu... de la bagarre. On va parler un peu de la bagarre entre investisseurs immobiliers et marchands de biens. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le moins bien? Comment moi je vis les choses? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un podcast, c'est une discussion que j'aurais pas pu faire il y a encore 2 ans. En fait, parce que j'étais pas marchand de biens, en fait. Je n'étais pas marchand de biens, je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu à l'heure actuelle, je n'avais pas eu les stress que j'ai eu, je n'ai pas eu voilà, les OP que j'ai faites. J'ai fait des OP à j'ai fait une OP à plus de 57% de marge. J'ai fait des OP à 12% de marge mais sans rien faire. J'ai pris des risques. J'ai éclaté mon doudou. Quand Yann Darwin parle souvent de son doudou, je pense que c'est en référence à moi et à mon PEL parce que pendant des années, je ne voulais pas claquer mon PEL, chose que j'ai fait grâce aux marchands de biens. J'ai aussi intégré le cercle marchand de biens de Seb Marcus, c'était il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Donc ça m'a aussi boosté à faire du marchand de biens. Et à l'heure actuelle, je fais pratiquement plus que ça, en fait, dans l'immobilier. Je ne fais plus de locatif. Justement, j'arbitre même mon patrimoine pour rentrer plus d'argent ce qui va me permettre de faire plus d'OP de marchand en parallèle, ce qui va me permettre de faire plus d'argent encore pour en faire encore plus ou encore plus gros ou encore m'associer avec d'autres personnes, etc. Et c'est pour ça que j'ai levé le pied. Aussi, comme pour toutes les personnes qui me suivent, parce que j'ai 3 enfants. Aussi parce que j'ai de plus en plus de Airbnb et que c'est de plus en plus chronophage. Donc, en fait, tu as toujours le triangle temps, emmerdement, argent. Euh, un moment, quand tu remarques que tu peux faire de l'argent avec moins d'emmerdement, tu choisis ta bataille en fait. Et là, j'ai choisi ma bataille en fait, tout simplement. Donc, je focus mon temps sur le marchand parce que je pense que c'est de l'argent immédiat. Et l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Et, euh, et voilà. Mais je suis même arrivé à un point à faire comme mon collègue Philippe, à déléguer toute la partie mise en location pour ne même plus avoir à gérer la partie locataire. Je gère encore juste la partie LCD, mais
juste vraiment la partie relationnelle en fait, hein. D'ailleurs, j'ai une sortie aujourd'hui. Faut pas que j'oublie. J'ai une sortie entrée. Donc, au niveau du marchand, on va tout de suite parler dans le vif du sujet. Au niveau marchand, niveau bancaire, si vous voulez faire les choses bien, et je vous conseille de faire les choses bien, parce que j'ai déjà parlé avec des marchands qui font des prêts amortissables avec des banquiers, standards, soit pro pour les SCI, enfin des banquiers pro ou des banquiers standards. Ils disent pas aux banquiers qui vont revendre, ils le disent juste au notaire, donc le notaire leur met les frais réduits à 3%. Ça, c'est déjà un gros avantage en marchand, c'est que tu as les frais de notaire réduits. Mais si tu veux faire les choses correctement, moi, à aucun moment je te dis de faire du marchand en nom propre, c'est marchand en société. Personnellement, moi j'ai des SAS et des SNC, mais la SNC est détenue par la SAS au-dessus qui est détenue par la holding. Donc, je te conseille vivement de faire, du marchand en société et de chercher un banquier professionnel de l'immobilier. Alors, je pense qu'il doit voir arriver tous les jours des branquignoles qui se lancent et qui disent: moi, je veux faire du marchand. Derrière, il faut que tu arrives à montrer que tu es pro. Alors, si derrière, tu as déjà fait de l'investissement immobilier, c'est bien de montrer que tu as déjà des connaissances dans l'investissement immobilier, des connaissances dans la rénovation, si tu as rénové des biens. Si tu as déjà fait un achat-revente en résidence principale, tu as des connaissances en achat-revente avec une plus-value latente, avec une plus-value tout simplement. Si tu as fait de l'investissement immobilier et que tu as une plus-value latente, eh ben, ça, il faut le montrer. En fait, c'est même quand tu vas avoir un banquier pour de l'investissement immobilier standard, il faut toujours, 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 toujours mettre toutes les chances de son côté. Toutes les chances de son côté et donc euh, montrer la meilleure facette de toi-même et la meilleure facette de tes investissements. Peut-être minimiser un petit peu les investissements que tu as loupés, où tu n'as pas de plus-value, où tu n'as pas de cash flow, peut-être moins en parler, mais vraiment mettre en avant tout ce que tu as réussi à faire dans l'immobilier si tu as déjà commencé par l'immobilier. Si tu n'as rien commencé du tout et tu veux te lancer dans l'immobilier en marchand bien, eh ben, n'aie pas peur de le dire n'aie pas peur de le dire et de dire que par contre que tu as faim, que tu as du temps, que tu es motivé et que tu vas tout faire pour trouver des bons biens. De toute façon, tu ne vas jamais voir le banquier, que ce soit dans l'investissement immobilier ou en marchand de biens, tu ne vas jamais voir un banquier tant que tu n'as pas une offre contre-signée, minimum, voire un compromis. Donc comment trouver un banquier professionnel de l'immobilier? Moi, clairement, je suis dans 3 banques, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Banque Pop et CIC, et j'ai demandé à mes conseillers pro, parce que moi je suis en pro, donc j'ai des sociétés, j'ai des SCI, etc. J'ai demandé à mes conseillers pro un rendez-vous avec les conseillers professionnels de l'immobilier du secteur dans leur bureau. Donc c'est mes conseillers pro qui ont téléphoné, qui ont cherché dans leur répertoire, ils ne connaissaient pas, hein. Les 3 ne connaissaient personne et qui ont organisé des rendez-vous dans leur banque avec moi. Donc là, je pars déjà avec un gros point positif parce que de un, je prends pas le numéro de téléphone comme ça et j'appelle et je viens comme ça. Non, non, c'est un collègue à eux qui les appelle, qui potentiellement, les 3 ont dit du bien de moi parce que derrière, j'ai les années j'ai mes investissements, j'ai mes business, j'ai toujours fait les choses correctement et c'est là où je conseille toujours à tout le monde de faire les choses correctement, de dire les choses, de faire les choses légalement, etc. Parce que derrière, mes banquiers étaient mes meilleurs avocats. Avocats ou mes meilleurs publicitaires, si vous voulez, plutôt publicitaires. Ils ont appelé les banquiers marchands de biens et ils leur ont dit voilà, j'ai quelqu'un qui veut se lancer dans le marchand, il souhaite s'entourer de banquiers marchands de biens, etc. Est-ce que vous seriez... Et ils sont venus, les 3 sont venus. On a fait à chaque fois 1 heure et demie d'entretien. J'avais déjà un compromis, donc ils venaient pas pour rien. Et les 3 m'ont financé. C'était le premier, les 3 m'ont financé. Après, j'ai dû faire un choix. Donc, j'ai choisi le plus rapide. Et les 2 autres, je les ai appelés et je leur ai dit que je ne travaillerais pas avec eux à ce moment-là. Mais j'ai gardé bien la porte ouverte pour d'autres OP. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, au bout de 3 ans, je peux les appeler et on étudie les projets ensemble. Et ça, c'est cool. Parce que faut juste se dire que le banquier marchand de biens,
est un banquier, encore une fois, professionnel de l'immobilier, qui finance aussi bien des lotisseurs à 7 millions que des marchands de biens à 300 000 euros. Alors là où il y a un point négatif, c'est que vous allez peut-être tomber sur des banquiers qui veulent pas se faire chier pour des OP à 200 000. Alors toi, tu vas te dire, bon, ma première OP, je fais un truc à 100, 150 000, 200 000. Tu vas tomber face à un mur avec des banquiers qui vont dire, non, c'est pas assez pour moi. Le montant de l'enveloppe est pas assez. Je travaille pas pour des enveloppes aussi faibles. Et derrière, tu vas peut-être alors dire, bah, je vais chercher une OP à 500 000 et on va te répondre, première opération 500 000, c'est trop élevé pour vous, je vous finance pas. Donc c'est compliqué. Et là où ça se rejoint avec l'investissement immobilier, c'est que ça ne reste qu'une relation d'homme à homme ou de femme à femme. C'est qu'une relation d'être humain en fait. Claire et nette. Si toi derrière tu crois en ton projet, tu as une stature, et je parle souvent de ça dans le groupe de l'Académie des investisseurs rentables, c'est que quand tu vas dans le bureau du banquier, quand tu appelles le banquier, ton projet, tu dois le connaître. Ton secteur, tu dois le connaître. Ta rue, tu dois la connaître. Ton quartier, tu dois le connaître au bout des doigts. Tu dois savoir exactement combien coûte le prix de l'immobilier dans cette rue, dans cette rue, dans cette rue. Tu dois être un pro de l'immobilier. Et désolé, un marchand de biens est un pro de l'immobilier. Tu ne peux pas dire, ah, je ne savais pas, ah bah ça a baissé, ah bah bon, je ne savais pas, ah bah ça, je ne savais pas. Non, non, tu ne sais pas. Il n'y a pas. Quand tu es en face d'un banquier marchand de biens, le mec, normalement, s'il est bon, il sait même mieux que toi. Il sait même mieux que toi. Et moi, j'en ai un, il, il est en Moselle, à Metz. Il me finance une OP dans une ville à côté de Strasbourg. Il a appelé ses collègues banquiers strasbourgeois avant de valider mon crédit. Et il m'a dit, Monsieur Hartzheim, vous touchez un petit peu sur le prix de revente haut. Moi, je vais me baser sur votre prix de revente bas. Et quand tu fais une projection de revente, tu fais bas, moyen, haut. Soit. Mais pour te dire, tu n'es vraiment pas en face de branquignoles. Tu es vraiment en face de banquiers qui font ça toute la journée, qui font des prêts immobiliers toute la journée, qui voient des ventes toute la journée, qui voient des achats toute la journée et qui savent exactement de quoi tu parles. Donc derrière, et dans l'Académie des investisseurs rentables, on vous montre vraiment comment monter un dossier carré. Hein, vraiment, c'est ce qu'on appelle le dossier sec. En marchand de biens, c'est encore dans l'incubateur des marchands de biens, c'est encore plus poussé. Et derrière, vous avez un comité projet avec Marion derrière qui, elle, vous aide à monter votre projet et aller voir les banquiers. D'ailleurs, il y a même un partenariat qui est fait avec une banque pour, une fois qu'ils sont passés par le comité projet de l'incubateur, c'est envoyé directement à une banque. Et ça, c'est cool aussi quand on débute. Il faut faire les choses carrées. Moi, j'avais fait un PowerPoint, etc. pour vraiment présenter. Donc ça, c'est les désavantages, entre guillemets, du marchand de biens, c'est que tu es face à vraiment à des banquiers qui sont très, très, très pointilleux, en fait. Hein. Autre désavantage du marchand par rapport au locatif, c'est que tu as énormément de frais. Là, j'ai eu une OP, budget global 350 000 euros, apport demandé 110 000 euros, frais de dossier 2 500 euros, et écoutez bien la bonne Sodome, taux 6,75. Voilà. Donc par chance, on est sous compromis, on a acheté, donc ça fait 3 semaines, on est sous compromis de revente sur un lot, donc on va déjà pouvoir rembourser rapidement 147 000 euros, mais il nous reste encore le reste à rembourser, quoi, et après récupérer mon apport plus la plus-value. Donc voilà, c'est un prêt in fine, hein, t'as pas un prêt amortissable, donc c'est un prêt sur 2 ans généralement, donc voilà. Au début, le désavantage aussi du marchand de biens par rapport à l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, si tu as des comptes sexy, c'est ce qu'on vous apprend aussi à faire. Si tu travailles bien, tu es jeune, tu mets bien de l'argent de côté, tu achètes en dessous du prix du marché, tu vas voir ton banquier pour le premier, le deuxième bien, généralement en nom propre, etc. Il te finance, il ne te pose même pas de questions. C'est plus simple de se faire financer au début en locatif. Ça devient plus compliqué quand tu commences à additionner les lots. En marchand de biens, c'est l'inverse. C'est plus compliqué au début. Mais après, une fois que tu as fait tes preuves, tu as quelques bilans, etc., que tu as fait quelques OP, tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis, le banquier il peut même arriver à te faire une ligne de crédit et toi, en fait, tu pioches dedans quand on a besoin. Donc, voilà. Là, le désavantage aussi, ou alors l'avantage, ça dépend comment on le prend, mais quand on aime
quand on aime vivre, quand on aime avoir une vie mouvementée comme moi et qu'on n'aime pas se faire chier et avoir une vie linéaire, c'est que l'ascenseur émotionnel dans le marchand de biens est extrêmement et 100 fois plus fort que dans le locatif. Le locatif, tu vas avoir un ascenseur émotionnel quand tu vas négocier ton bien et que tu vas avoir une acceptation. Après, à toi de gérer le chantier, à toi de meubler, de mettre en location, etc. Et d'encaisser. Et c'est des petits sous, en fait, c'est lent, et ça, c'est encore un inconvénient de l'investisseur immobilier, c'est que c'est plus lent. Mais en marchant, tu as l'ascenseur émotionnel de ton achat, de ta négo qui passe. Après, tu as ton ascenseur émotionnel aussi de la vente. Et généralement, en marchand bien, tu en fais plusieurs dans l'année, tu en fais peut-être un peu plus. Ben, en tout cas, moi, j'en fais. Là, j'ai quand même 3 OP, mais non, plus que 3, j'ai 5 OP en cours. 5 OP en cours, en fait, quand j'y pense. 6 avec un arbitrage. La fin du mois d'octobre, je vais chez le notaire 2 fois d'affilée, 2 jours d'affilée. Chose que je faisais rarement avant. Et quand tu vends un immeuble à la découpe, bah, c'est pas une OP, c'est une OP à l'achat. Et là, moi, j'en ai 3 à la vente. Donc, ascenseur émotionnel pour 3. Là, ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois qu'il y a deux lots qui ne se vendent pas. Et bah, tu as l'ascenseur émotionnel négatif jusqu'au moment où on aura une offre qu'on va accepter. Et après, tu as aussi l'ascenseur émotionnel parce que derrière, il faut que tu en locatif, bah, le mec il paye son loyer. Mais en marchand de biens, tu as l'ascenseur émotionnel quand tu sais aussi que ton acheteur a le crédit. En ce moment, c'est plus dur. Donc, quand tu sais que ton acheteur il a le crédit, là, moi j'ai eu un mail de la notaire qui me disant que mon acheteur il avait le crédit, qu'on pouvait fixer la date de signature. Ascenseur émotionnel positif, encore une fois. Donc ouais, carrément. Carrément, l'ascenseur émotionnel n'a rien à voir le marchand avec le locatif et il faut avoir le cœur bien accroché. Il y a autre chose aussi en marchand qui est un point négatif par rapport à l'investissement immobilier, c'est qu'en marchand, tu subis beaucoup plus les variations du prix de l'immobilier. Euh, le plus dur pour moi, à l'heure actuelle, c'est de savoir combien je vais revendre le lot. On peut toujours y savoir, mais il y a toujours une marge d'erreur. Donc, et puis surtout, si tu gardes ton bien longtemps ou alors que tu fais l'offre et le temps que tu aies le crédit à la banque et que tu l'achètes, il se passe 6 mois, après tu as encore des travaux, il se passe 2 mois, ça fait 8 9 mois. En 8 9 mois, il peut y avoir des baisses, il peut y avoir des augmentations de taux bancaires comme on a actuellement, il peut y avoir des baisses du mètre carré, etc. Et tu subis de plein fouet la variation de l'immobilier. Et si tu n'as pas un minimum de 20%, 20, 25% de marge, eh ben, tu peux perdre de l'argent, quoi. Donc, en locatif, tu achètes, tu loues, tu sais que c'est pour minimum 7 ans. Tu as un prêt sur 20 ans. Tu sais que c'est plan, pépère, paf, 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 pouf, pif, pouf. Et puis, bah, quand tu auras 50, 60 ans, tu auras une rente, etc. En marchand, il faut aller plus vite. Il faut aller extrêmement vite. Il faut tout anticiper. Et malgré le fait que tu anticipes tout, ça c'est encore extrêmement long. Donc, ouais, extrêmement, encore une fois, il faut être extrêmement au fait du prix du mètre carré dans son secteur et être un pro de son secteur. C'est pour ça que je vous dis toujours, vous focussez sur un endroit, vous travaillez sur cet endroit-là pendant au moins 6 mois. Et si ça passe pas, si vous n'avez rien acheté, après vous avez le droit de partir. Mais pendant 6 mois, vous vous éparpillez pas, vous restez juste sur un endroit. En marchand, ce qui est clair et net, c'est que tu oublies le 110% sans apport. Ça, c'est l'avantage, le gros avantage de l'investissement immobilier, c'est que derrière, tu peux être financé à 110%. Peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas, tu peux encore avoir tout le financement, sauf les frais de notaire, sans mettre d'apport. Donc, tu payerais juste les frais de notaire. En marchand bien, c'est minimum 20%. Minimum 20% du montant global. En marchand bien aussi, le désavantage, c'est que tu es hypothèque plus caution. Donc ça, c'est aussi pareil, hein, tu es cautionnaire sur ta tronche, hein. Donc tu prends toujours plus de risques, hein. Marchand bien, tu prends plus de risques. C'est clair et net, tu prends plus de risques. Le mec qui veut faire de l'investissement immobilier, acheter un lot par an, un lot, une maison à diviser en deux, un appart, une autre maison. Moi, je trouve que c'est plus plan-plan. Ça paye, mais ça paye plus tard. Et il faut être patient, chose que je ne suis pas du tout. Je pense que c'est loin d'être ma première des qualités, la patience, je n'en ai pas du tout. Je disais aussi, le désavantage du marchand de biens, c'est de trouver un financement quand même. C'est quand même très compliqué. Je vois quand même des potes à moi qui ont déjà maintenant 3-4 années de marchand de biens derrière eux et qui galèrent encore, toujours.
Derrière, on leur sort n'importe quoi. On peut te sortir n'importe quoi. On m'a sorti organigramme trop compliqué. On m'a sorti financement montant trop faible, etc. Après, l'avantage, faut pas se leurrer avec le marchand, c'est que le cash, il est immédiat. Une fois que la vente est faite, le cash est immédiat et tu peux vite doubler, tripler ton, ta trésorerie si tu fais les choses correctement et tu fais des belles OP. Moi, je l'ai doublé, hein, clairement. Je l'ai doublé. Mais j'ai aussi pris les risques et je me suis aussi associé. J'ai aussi, voilà, mais je l'ai doublé. Gros avantage aussi, tu as les frais de notaire réduits, hein, 3%. Tu as une obligation de revente dans les 5 ans. Et aussi, le banquier, si tu veux faire du marchand sur le long terme, il va falloir faire tes preuves. Quand tu dis au banquier que tu l'achètes 70 et que tu revends 110, un an après, si tu l'as vendu 102, il s'en souviendra. Il s'en souviendra. Le banquier, je vous parle toujours du banquier pro de l'IMO. Donc ça, c'est aussi un truc qu'il faut vraiment être carré dans ce que tu fais et, voilà, et connaître tes prix de revente. En investissement immobilier, les désavantages aussi, des fois, ce que tu as, c'est la lenteur. Hein, parce qu'une fois que c'est payé, si tu as un crédit sur 20 ans, il faut attendre 20 ans que ça soit payé. Donc là, c'est aussi bien au bout de 7, 8 ans, quand tu as commencé à acheter un lot par an, quand les lots, ils ont déjà... Voilà, j'arbitre un patrimoine, donc il y en avait un, il avait 5 ans, et là, il y en a un autre, il a 12 ans. Donc, je pars du principe que ou tu prends ou tu réinjectes de l'argent dedans et tu refais des trucs parce qu'il y a des travaux, ça commence à être moins beau, moins dans l'air du temps, la déco, etc. Ou tu vends. Et je trouve que entre 8 ans et 15 ans, 8 ans et 12 ans même, hein, 15 ans ça fait long, tu arrives encore à vendre quelque chose qui est beau si tu as tout refait intégralement et c'est ce que moi je fais à chaque fois. Tu peux aussi tomber sur des banquiers qui comprennent que dalle. Ça, c'est chiant. Tu vois, si tu veux créer une SCI, derrière, tu as peut-être une holding parce que tu as un business. Tu vas tomber sur des banquiers qui vont rien comprendre, ça va les emmerder, qui vont te dire que l'immobilier, c'est risqué. Moi, je suis tombé face à un directeur de banque qui comprenait rien de ce que je faisais. La banquière était en vacances, donc je suis tombé avec lui, mais c'est un Mongolien, quoi. Enfin, il m'a sorti des trucs, mais complets. Et après, j'ai appris par un de ses clients, qui est un pote à moi, qui s'était planté lui sur un immeuble, mais vraiment le directeur du CIC, et qu'il en avait gardé une mauvaise image, et donc c'est pas parce que lui il avait fait de la merde, il disait que c'était risqué de faire de l'immobilier. Donc bon, ça peut être un peu voilà. Parce que si tu parles maintenant de Bitcoin, de compte titre, de PEA, de private equity et tout ça, au banquier marchand de biens, lui il sait de quoi tu parles. Parce que lui derrière, ses clients, c'est des clients qui pèsent. Donc, donc ça, il faut pas. C'est des avantages avec l'investissement immobilier. Tu peux tomber contre des mecs qui comprennent pas. Donc là, il faut faire du volume. Il faut faire les banques, toutes les banques, toutes les banques, toutes les banques. Moi, on en a fait pour un projet, on en a fait 17, hein, une année. Hein. Et je vous parle dans les folles années où ils finançaient à 110%, etc. Et le premier banquier il nous a juste demandé de mettre 40 000 euros d'apport sur un projet à 400 000. On a refusé. Et après, on a dû galérer à aller voir toutes les autres banques. On aurait mieux fait de mettre les 40 000 et on se serait refait de toute façon sur le différé. Gros point positif sur l'investissement immobilier, le différé. Le différé, c'est si vous avez la possibilité de prendre un différé de 3 ans, il faut le prendre. Ça vous permet de vous refaire votre trésorerie pour après le prochain. Après, jouer avec les différés, c'est aussi compliqué. Moi, je sais que j'avais un moment 2 différés en commun et que la banquière m'avait dit, Mr. Time, si vous revenez, va falloir stopper les différés là et commencer à payer le crédit parce que sinon, moi, j'arriverai pas à vous suivre et j'arriverai pas, ça va bloquer. Donc, elle me l'a dit, je l'ai fait. Hein. La semaine d'après, j'ai trouvé une facture, j'ai envoyé la facture, j'ai débloqué. Ou alors, on fait un avenant au prêt et derrière, tu payes la mensualité sur ce que tu as débloqué. Bon, l'investissement immobilier, voilà, je l'ai dit, c'est extrêmement long. Quand tu commences à avoir des lots, au bout de 20, 25 lots, 25 locataires, ça commence à être chronophage. Les colocs, c'est chronophage. Les sorties-rentrées des étudiants, c'est chronophage. La LCD, je vous raconte même pas à quel point c'est over chronophage. Là, j'ai de nouveau eu un truc samedi, la nuit de samedi à dimanche, le mec il m'a appelé à 1h30 du matin. Heureusement que j'avais mon téléphone en mode avion pour me dire que il avait oublié le bip. Le bip, j'ai un bip pour ouvrir la serrure connectée à l'intérieur. Enfin bref. Le gros avantage aussi de l'investissement immobilier, c'est que tu as des taux bas. Les taux sont plus bas, hein, qu'en marchand. Ils sont hauts à l'heure actuelle, mais ils sont toujours plus bas que le marchand.
prêt amortissable différé, frais de dossier ridicules, hein, ils sont ridicules comparés aux frais de dossier de marchand de biens. Et puis 110 apports, 110 euros, 110% d'apport, ça c'est la vie, si tu arrives encore à l'avoir. Ça, plus différé, plus 20 ans, c'est la vie. Moi, je suis pas fan des 25 ans parce que là, on part vraiment sur des intérêts qui commencent à piquer. Mais 20 ans, je trouve que c'est le juste milieu. J'ai un crédit sur 15. Ouais, j'ai un crédit sur un immeuble sur 15. T'es content aussi, hein, quand tu as un crédit sur 15, hein, parce que ça se rembourse quand même très vite, hein. Là, il me reste 9 ans, j'ai déjà remboursé une grosse partie du capital. Donc voilà un peu, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Moi, ce que je pense, que si tu es mobile, si tu es jeune, si tu vis chez tes parents, si tu as déjà un job, tu peux un peu bouger, pourquoi pas faire un achat-revente en résidence principale, prendre ce cash pour après investir dans l'immobilier, faire 1 ou 2 ans d'investissement immobilier, refaire un petit achat-revente en résidence principale. Bien sûr, tu vis dans ta résidence principale. Et là, derrière, par contre, tu as quand même l'expérience de 2 achats-reventes à montrer au banquier. Et une fois que tu as un peu de cash, parce que je reste quand même persuadé que pour faire du marchand de biens, il faut quand même un peu de sous. Le mec qui a 0 € sur son compte, il a intérêt de trouver la putain d'OP du siècle pour trouver un associé, parce que sinon, il n'y aura personne qui voudra s'associer avec lui. Donc, soit il trouve la super OP du siècle, et là, tu as vite fait de trouver un associé. Tu vas dans un apéro IMO, un truc comme ça, tu trouves un associé. Soit tu le fais pas, soit bah, tu as de l'argent et tu le fais seul. Donc ouais, il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'ai commencé par l'investissement immobilier, puis après, j'ai voulu faire du cash plus immédiat parce que j'étais aussi entouré de marchands de biens autour de moi. J'ai aussi vu que bah, l'investissement immobilier était long. J'ai un objectif qui est accroché au mur de 1 million d'euros en 2025. Donc à un moment, voilà, il ne faut pas faire des all-in, mais il faut mettre quand même plus ses couilles sur la table pour si tu veux accélérer, quoi. Parce que les 1 million, ils ne se font pas comme ça. Donc voilà les amis, c'était petit podcast, j'avais envie de vous parler de ça parce que du coup je vis ça à 100%, donc voilà. Je reviens sur le dernier podcast et sur mes investissements à l'heure actuelle. Donc comme dit, j'ai 5 projets. Donc Toulouse, l'appartement qu'on avait acheté avec Green Bull et que tous mes collègues coach, on va vendre, on réitère le 6 octobre. Donc ça c'est cool. On a repris tous les travaux de l'arnaqueur B. Et voilà, donc ça c'est cool. Acheteur qui achète sous fonds propres, donc pas de problème de financement. Derrière, on signe le compromis pour Le Mans aussi, donc ça c'est cool. Normalement le 10 octobre, donc ça c'est cool aussi. Derrière, j'ai arbitré, je vous l'avais dit dans le dernier podcast, j'ai mis un bien à arbitrer parce que j'ai une sortie de locataire cracra, donc je me suis dit je le mets en vente. Mise en vente fin août, date de signature le jeudi 26 octobre, au prix. Boum, allez, dans tes dents, papa, papa, pop, 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 pop. En plus, le bien, il est payé, donc ça, c'est cool. Ça, c'est un investissement rondement mené, comme on dirait, hein. Ça, c'est pas mal. Derrière ça, bah, j'ai toujours l'immeuble à Saverne de 3 lots, hein. Je vous en parle, je crois, depuis le début du podcast, parce que je crois qu'on a commencé le podcast en même temps que j'étais sur cet immeuble-là. Maison de maître, 3 lots, un compromis de vente pour le rez-de-chaussée, toujours en commercialisation sur les 2 autres étages, premier et deuxième. Donné mandat au deuxième étage parce que je trouvais que c'était trop long. Donc j'avais 3 mois d'exclus, après je lui ai laissé, mais j'ai donné à un autre agent immobilier. Et derrière, le 17 octobre aussi pareil, je sors de l'exclus, donc là je donnerai aussi nouveau à un autre agent immobilier pour un peu booster. Et il faut que ça vende. Il faut que ça vende. Et derrière, je signe le 28 octobre l'achat d'un appartement que j'ai visité en off. Et que pendant la visite, on a su que les locataires allaient partir. Donc derrière, vide, il valait beaucoup plus cher. Donc on a fait une offre au prix. Derrière, on enchaîne la peinture qui va bien, les travaux qui vont bien. Et on revend aussi. Il faudrait qu'on soit sous compromis avant la fin de l'année. Et puis voilà. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Aubert-Rosbergen, Saverne, Toulouse, Trois-Fontaines, Le Mans. Propre. Il y a 2 ans, j'ai acheté un lot de 3 appartements, 2 locales commerciales. Et il y avait un petit local commercial de stockage à 10 000 €. Et je l'ai négocié une semaine avant la signature à 0. Parce qu'il y avait eu c'était trop lent, il y avait des trucs. Donc j'avais réussi à négocier à 0.
On a fait tout un schmilblick avec le notaire pour pas avoir à renvoyer une DIA et tout, etc. Et donc, je l'avais mis en location 200 euros. 200 euros, et c'est un mec qui me l'a. J'avais un doute, et quand on a un doute, il n'y a pas de doute. Et du coup, le gars, il payait en retard, il payait pas, il payait après tout, après il payait pas. Et là, il m'a rendu les clés la semaine dernière. Donc là, je l'ai remis sur le bon coin à 350 euros. C'est 70 mètres carrés, il y a juste l'électricité, c'est tout. C'est vraiment du stockage. Et il y a pas de touche. Donc je me laisse encore une semaine et après je le mettrai de nouveau un peu plus bas. Mais j'ai récupéré les clés et j'ai récupéré la charge mentale. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, on avance. C'est toujours 250 euros ou 200 euros ou 350 euros de prix sur la SCI qui m'ont rien coûté. Donc voilà. Voilà un peu pour les news, les amis. Je vous mets le lien en description de de toutes les formations que vous pouvez prendre via Green Bull. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Et puis voilà, hein, si vous avez des questions, je suis joignable sur Instagram, l'investisseur boxeur. Et vous pouvez poser vos questions en dessous de ce podcast ou en dessous de cette vidéo YouTube parce que je suis en parallèle sur YouTube. Je vous dis à plus et comme dirait Yann des Gentlemen Investisseurs, foncez en visite. Ciao ciao.